Salut à tous, ravi de vous retrouver. On va rester sur le même schéma qu'hier, à savoir je vais essayer de m'économiser un petit peu la voix pour ne pas sombrer dans la décadence totale et passer mes journées à tousser. Bitcoin, on va aller très vite, pas de grandes nouveautés, alors faut pas flipper sur la bougie de ce matin. Toujours, encore une fois, la seule chose qui sera importante maintenant, c'est de retrouver du volume, c'est-à-dire que ça parte au nord, au sud, on s'en fout. Tout ce qui compte, c'est qu'on ait une bougie qui clôture avec un directionnel et du volume. Tant qu'on n'a pas ça, il n'y a aucun signal, quel qu'il soit, à savoir, ce marché, essayer de construire des trendlines. Bon, après 4 contacts, quand même, au bout d'un moment, il fallait bien qu'on essaie de l'enfoncer. Maintenant, vous voyez que est-ce que c'est vraiment dramatique? Franchement, pour ma part, je dirais que non. Il ne faut donc rien en penser pour l'instant. On va regarder si on casse quand même d'un point de vue hebdo, même pas. Voilà. Donc, c'est-à-dire qu'en hebdomadaire, on casse ni un plus haut ni un plus bas. Ça fait déjà 3 semaines que c'est le cas, qu'on comprime. C'est la 4e semaine. On a même cassé, je crois, marginalement le plus haut. On va aller regarder ça, mais... Voilà, donc là on va voir, est-ce que cette semaine est une semaine qui écarte la volatilité, c'est-à-dire on casse à la fois le plus haut, à la fois le plus bas. Ça voudra très franchement dire que maintenant que tout le monde a bien vu le triangle, on se rapproche de l'apex et donc du retour de volatilité, et on serait bien dans ce cas-là, dans ce que je recherche, à savoir donc une phase expansive, une phase d'augmentation de volatilité, après les phases de compression et de contraction qu'on vient donc de connaître. Même chose évidemment, je ne m'amuse même pas à regarder les autres marchés. Je ne veux pas savoir ce qu'il en est. Très clairement, ça semble être d'un inintérêt le plus total, puisque sur les altcoins, même chose, ça consolide, triangle, on a bien cassé une résistance ici grâce au Ripple. On va voir maintenant si on peut aller en casser une autre, c'est-à-dire aller dire bonjour à cette zone-là sur les altcoins. On va juste mettre à jour ça. Je vous rappelle que c'est un indice, donc il faut faire très attention. On ne peut pas trader cet indice. Tout ce qu'on peut faire, en revanche, c'est essayer de trouver une lecture là-dessus. Donc ce qu'on voit, c'est bien, c'est que d'un point de vue hebdo, dès qu'on survend, après cette deuxième phase corrective, ça bloque, ça comprime, et on a même réussi à repasser une petite résistance. Donc ça, effectivement, c'est uniquement dû à Ripple. Mais est-ce que Ripple a été précurseur des autres? Peut-être. Est-ce que c'était juste du FOMO stupide? Peut-être également. On n'en sait rien et on s'en fout. Moi, tout ce qui m'importe, c'est que pour l'instant, on voit cette structure de type épaule, tête, épaule, qui survient après une longue phase de baisse, très construite. 1, 2, 3, 4, 5. Ça me laisse clairement à penser qu'on a bien flushé chez les altcoins. Maintenant qu'on leur a retiré leur capitalisation, on va voir chez qui on la remet. Et c'est toute la grande question donc de la phase d'investissement spéculatif dont on a déjà parlé. Donc je ne reviendrai pas dessus. Aujourd'hui, maintenant que tout le monde est en stress, c'est-à-dire maintenant que l'eau s'est retirée, on regarde qui nageait avec un maillot ou pas à l'époque. Tous ceux qui sont à poil dégagent, tous ceux qui gardent un maillot, on va les comparer. Et évidemment, la smart money va spéculer sur certains d'entre eux comme étant des candidats potentiels pour les prochains cycles économiques. Voilà, allez, parenthèse refermée, on ne va pas passer plus de temps là-dessus sur un sujet que vous connaissez bien. Je fais un tour comme hier, global, je regarde ce qu'on va aller faire. Évidemment, sans surprise, les futurs américains ont marqué un bottom hier, c'était largement prévisible et ça faisait partie du scénario de la semaine. On va essayer d'aller voir les niveaux de résistance qu'on pourrait essayer d'aller visiter aujourd'hui et qui pourraient être intéressants pour essayer de mettre à profit des stratégies vendeuses. Du côté des taux, ça reste sur la même zone, mais on va quand même regarder parce que c'est le thème du moment. Je propose même de commencer par ça. Ok, donc ça reste stable. Pour moi, tout indique toujours que ça, c'est un faux break. C'est-à-dire, on voit bien ici la structure tendancielle, vague 1, vague 2, la longue vague 3, le petit repli en 4. On est en train de faire une vague 5. Et évidemment, c'est là qu'on tente de breaker. Donc, c'est-à-dire, on tente de faire rentrer les imbéciles. Mais les taux resteront pour moi modérés. C'est-à-dire que je ne vois toujours pas de raison à ce que Wall Street s'enfonce
seulement sur cette histoire de taux. Donc je pense encore une fois que Wall Street ne risque pas de s'effondrer complètement, mais dans ce cas-là, pourquoi je garde les ventes? C'est une très bonne question. La réponse est simple et j'espère que beaucoup d'entre vous l'ont comprise, puisque c'est ce que j'essaie de vous transmettre depuis des semaines et des mois. Quand on trade, on ne contrôle que dalle. Donc imaginez que vous contrôliez et que vous vous dites, bon, j'ai vendu depuis des semaines et des mois, je cherche à trouver le sommet de marché. Maintenant que je trouve un candidat où ça replie enfin sur les prix, dès qu'on arrive sur le support, j'arrête. Non, parce qu'il y a de fortes chances que ça s'arrête ici. C'est pour ça qu'on prend des profits partiels. Mais par contre, il y a aussi de fortes chances que malgré tout, ce soit le moment où ça déclenche, alors que rien ne laisse à penser que ça devrait déclencher. Ça panique, tout le monde vend, et puis vous l'avez dans le cul si vous avez sorti vos ventes. Donc le problème, il est bien là. Si vous encaissez vos gains sur les supports à Wall Street, comment vous faites si ça rebaisse? Parce que ça va être compliqué de rentrer si ça rebaisse de façon brutale. Parce que vous allez hésiter, est-ce que je rentre pas, est-ce que c'est un piège, pas un piège? Voilà, donc moi je pense que si Wall Street veut remonter, c'est pas mature. C'est-à-dire, je pense qu'il y aura de toute façon une deuxième phase de purge, puisque généralement, on construit une consolidation. La consolidation, c'est jamais une impulsion baissière et on remonte. C'est rarement ça. Il y a peu de raisons et ça ne correspond pas à la typologie d'une vague 4. Donc je pense que là, même en cas de vague 4, soit on va temporiser, c'est-à-dire former des triangles ou corriger à plat, mais en tout cas, c'est pas mature pour retourner chercher les sommets tout de suite. Donc je reste vendeur, tout simplement parce que j'ai des bons prix et que mes stops sont payés. C'est aussi simple que ça. Voilà. Donc sur les taux, je pense qu'on va essayer de neutraliser un peu par là, mais sans réellement baisser. C'est-à-dire, je pense qu'on va passer un bon moment ici et après déclencher une phase de repli. Et c'est lors de cette phase de repli que probablement Wall Street pourra s'offrir son nouveau sommet historique, si tout se passe bien d'ici là. Et si quoi que ce soit déraille dans le contexte actuel, quelque chose d'autre, ça peut très très vite devenir sanglant. Et on ne sera pas dans une vague 4, on sera dans une vague 1 baissière, celle qui sera la première vague d'un futur bear market. En tout cas, ça c'est le scénario que moi je vous défends depuis des mois. Donc les taux restent orientés marginalement dans cette zone, donc on va dire au-dessus et proche des 3%, enfin des 3,10, donc là on va dire le précédent sommet, donc les 3,13. Tant qu'on reste au-dessus des 3,13, il n'y a pas de raison d'imaginer que Wall Street puisse se rediriger vers ses sommets historiques, et je vous parie qu'on va y passer un petit moment au-dessus de 3,13, mais en restant toujours, à mon avis, en dessous des 3,40. Ça laisse une grosse marge de travail. Je ne m'amuserai pas à jouer les devins dans ce contexte-là. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'on forme un range et qu'on se mette à casser. Quand on se mettra à casser, c'est là que je me mettrai à acheter les T-bonds. Et derrière, on verra. Quand on achète les T-bonds, soit ça permettra à Wall Street de se détendre, c'est-à-dire d'aller chercher son sommet historique sans accélérer, mais juste d'aller faire un petit sommet historique pour attraper les imbéciles, et après, derrière, c'est le big short. Soit le problème, c'est que derrière, tout le pognon se barre dans l'obligataire, et puis il n'y a plus personne pour acheter d'actions, et dans ce cas-là, ça risque de tomber. On peut très bien, encore une fois, avoir des taux à la baisse et des actions à la baisse, ça ne sera absolument pas surprenant. Donc la mécanique est assez complexe. On est dans la poursuite de ce qui se mettait en place déjà depuis plusieurs semaines, à savoir des stratégies de couverture complètement débiles et toujours plus complexes que les précédentes, tout simplement parce qu'il ne faut pas que le risque se voit sur les actions, mais alors qu'on le voit partout ailleurs. Et il faut juste par contre que ce risque soit maîtrisé, c'est-à-dire il ne faut pas que ça explose à un endroit ou à un autre. C'est la raison pour laquelle les junk bonds sont en train d'essayer de tenir le support, tant bien que mal, alors qu'on sait très bien qu'il y a de fortes chances que ça se fasse démonter à l'horizon, par la suite. Donc pour l'instant, voilà, les marqueurs de risque, on les connaît tous. Je vous ai dit gold, junk, les 10 ans, voilà, tout ça, tous ces facteurs-là, le VIX, il faut que ça reste. Ça va exploser. C'est vraiment une machine qui tourne à plein régime depuis des trimestres et qui va imploser. Parce que le système est parabolique. Maintenant, la question, c'est de spéculer sur le moment où le machin va exploser. C'est quand même assez compliqué. Donc, il faut se dire, voilà, à chaque fois que ça tente, il se passe quoi? Regardez, même chose la dernière fois, je pensais qu'on était vraiment mature. Ils font quoi? Ils rachètent derrière. Donc, attention à ne pas vous faire infler une nouvelle fois. Sur les junk bonds, c'est sanglant, mais est-ce que c'est perdu pour eux? C'est quand même encore un peu tôt à dire. Tout ce qu'on voit, c'est qu'il y a bien la phase de stress qui se voit. Comme d'hab, elle ne se voit pas à Wall Street. Je veux dire, quand on regarde ça,
Phase de stress, ça, non, ça c'est juste comme d'hab, ils vous font le coup du « Ah bah non, buy the dip, quoi, c'est comme ici ». Donc c'est ce qu'ils essayent de faire, je pense, mais seulement la différence c'est que là pour moi ça me semble pas mature dans le sens où il n'y a qu'une phase de baisse. Vous voyez ici ça faisait 1, 2, ce qui fait qu'ici c'était plus intéressant d'acheter. J'ai toutes les raisons de penser qu'ici on va remonter un peu et se coller une deuxième phase de baisse. Donc pour ce qui est de Wall Street, moi je spéculerais plus sur un enfoncement légèrement plus profond et peut-être des retracements un petit peu plus profond. Peut-être venir chercher cette zone-là, qui me semblerait pas non plus complètement folle en termes de gestion du risque. Mais vous voyez, je ne pense pas qu'on va y aller direct, c'est-à-dire aujourd'hui et demain, peut-être remonter un peu, trouver une résistance et se réattaquer à des phases un petit peu plus baissières. On va regarder la zone euro. Alors parce que voilà, donc hier, je vous donne la petite anecdote parce que je la trouve marrante. C'est ma mère qui m'appelle, qui me dit t'as vu sur France 2, il y avait merde, comment ça s'appelle déjà? Ah oui, Élise Lucet et Cash Investigation. Elle me dit t'as vu sur France 2 et apparemment il y a une grosse entreprise française qui a fait de la fraude fiscale. Tu dois bien pouvoir faire de l'argent avec ça. Bon alors pour l'histoire, c'est donc c'est parce que j'ai regardé du coup. C'est Kering apparemment donc, qui va probablement se prendre une bonne grosse enquête pour fraude fiscale. Elle en prend déjà une je crois en Italie, elle va pas tarder à s'en prendre une en France également. Donc on va voir un peu tout ça, mais effectivement du coup je me suis dit bon je vais aller voir Kering. Donc là on en parle juste parce que Kering c'est quand même un gros morceau dans le CAC 40 et voilà, quand on voit ça sur Kering, on va mettre voilà, on dézoome bien. Bon. Allez, on fait l'application de la stratégie. Quel est le contexte d'un truc pareil? Une grosse bulle. Derrière, on fait quoi dans une bulle? On cherche à voir si les patterns sont respectés, c'est-à-dire on doit avoir une phase avec de la volatilité et un volume qui s'installe assez bien au-dessus d'une moyenne 20 jours. On regarde si on a ça. Ici, ça commence à retrouver de la volatilité. On a effectivement des belles journées au-dessus de la moyenne 20 jours. Et ce sont les journées de creux. D'accord? Donc là, c'est bien la phase de volatilité, les divergences. C'est ici que normalement, techniquement, tout le monde vend, mais ça ne vend pas. Et on met une nouvelle phase parabolique sans volume. C'est bien, c'est important. Et derrière, il fait quoi? On retrouve du volume et ça baisse. Et ben voilà, on a tous les arguments pour une bulle qui a toutes les chances d'imploser complètement. Donc, Kering, aujourd'hui, et sans grande surprise, ça baisse. Et je m'attends à ce que ça poursuive. Les breakouts baissiers sont là. On voit bien les lignes de tendance. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire on travaille ça quelques jours et ensuite breakout. Donc là, on ne vend pas la trendline, mais attention, on attend que ça stabilise et dès qu'on casse cette trendline, c'est un trade en breakout qui aura pour target le support sous la zone de volatilité, c'est-à-dire minimum 350 et on pourra même aller chercher 336 éventuellement, ce qui fera par rapport au sommet en général 20-30%. Voilà, on est dans ces contextes-là, 30 à 35% de baisse sur la valeur par rapport au sommet historique. Évidemment, derrière Dead Cat Bounce, donc il ne faudra pas oublier Kering de la démonter allègrement quand elle aura fait son Dead Cat Bounce, puisque derrière, c'est une valeur qui crachera purement et simplement. Donc pour la partie épidermique, probablement toutes ces emmerdes qui vont leur tomber dessus à cause de leur fraude fiscale. On ne peut pas appeler ça une fraude fiscale, enfin quoi que si, il faut utiliser les mots. On va dire de l'optimisation fiscale un petit peu hardcore, ça risque de leur tomber dessus, surtout quand c'est Élise Lucet qui tombe dessus. Derrière, il faut faire un exemple. Donc voilà, tout est pour moi, tout est là pour un crashing de la valeur. Bon, c'est malheureusement, j'aurais aimé voir ça un peu plus tôt. Vous voyez tous les signaux bearish qui ont précédé. C'est tout là qu'il fallait démonter cette valeur-là. Encore une fois, contexte hebdomadaire de bulle, c'est-à-dire qu'à partir de là, on cherchait effectivement des ventes. En daily, vous aviez pléthore de signaux pour trader ça. Donc vraiment, là, en pure application de la stratégie, les signaux de vente étaient là-haut, double BR. À partir de là, il fallait être clairement vendeur. On pouvait même vendre depuis ici, un peu agressivement, en vendant cette structure take profit. Donc là, il y avait tout pour shorter Kering. Pour ceux qui sont dessus, là, vous êtes tranquille. Vous n'avez plus qu'à prendre le renfort en breakout baissier et vous serez bien tranquille. FTSE hier important, voilà, donc ça tient, première clôture à proximité du support, ça déclenche des patterns de breakout là aussi, breakout de milieu de range, regardez bien cette zone là, à chaque fois qu'il y a eu breakout, ça n'a jamais tiré plus loin que les targets, mais ça donne quoi? Tout simplement ça met en valeur la zone que je recherchais précédemment, c'est-à-dire que je pense qu'on ira là et difficilement plus bas que ça. Je noterai quand même ce petit support là
au maxi, hein, mais je doute qu'on puisse aller bien plus bas que ça. Mais je pense que là, on est parti pour enfoncer au moins le 23% de retracement, peut-être aller tirer jusqu'au 38%. Mais dans ce cas-là, il faudra installer la tendance baissière, c'est-à-dire qu'il faudra valider le retournement. Quel est le risque d'invalidation sur cette pattern? Tout simplement qu'on fasse un joli diamond. Hein, voilà, on voit bien la compression, d'accord, l'expansion, la compression, suivra une sortie volatile théoriquement dans le sens inverse du sens de départ. Donc normalement la sortie sera quand même baissière, mais attention, hein, si vous vendez le breakout et que le marché vous prend à contre-pied, il faut vraiment tenir un stop tout en haut. Donc là, ça fait cher le stop. Autant vous dire que ceux qui s'amusent à prendre ce breakout, c'est de l'argent assez facile parce que ça aurait très forte chance d'y aller. Par contre, ne vous amusez certainement pas à mettre un levier sur cette position parce que le stop doit être là-haut. Et ça fait cher en termes de stop si vous jouez le trade en breakout parce que ça fait un stop à 8%. Donc il ne faut pas risquer plus de 2,5, on va dire, sur ce scénario. Ce qui fait que là, très honnêtement, si vous mettez plus qu'un levier divisé par 3, vous êtes complètement hors de gestion du risque sur ce délire. Moi, je suis déjà dedans, il n'y a pas de souci. Donc, je vais pouvoir me permettre de trader ce breakout, tout simplement parce que j'ai des shorts là-haut, j'en ai repris là. Enfin bon, donc voilà. Le FTSE, je vous ai dit que je la dégommais, celle-là, et encore une fois, c'est pas parce que j'en parle peu qu'elle m'intéresse pas. Au contraire, regardez toujours ces chiffres. Le FTSE, c'est clairement un des actifs qui m'intéresse le plus en termes de gains et de stratégie de trading. Ça et la UDNZD. En fait, les autres scénarios, j'en parle beaucoup parce que ce sont des scénarios spéculatifs et que d'un point de vue pédagogique, il y a beaucoup de choses à dire dessus. Mais par contre, quand j'en parle un peu moins des actifs, c'est juste parce qu'ils ont validé et qu'ils sont en train de faire mes tendances. Et du coup, derrière, je vous en parle tout simplement quand il y a une gestion à faire sur ces trades. Quand il n'y a rien à faire, je ne vous en parle pas. Mais pourtant, les gains s'enfilent. Je ne vous raconte pas combien j'ai pris là sur le FTSE. Voilà. Donc, ce n'est pas pour une fois encore dire c'est trop facile de faire des gains, mais on parle souvent des choses qui se passent pas bien, parce que dans une phase spéculative, le marché, il n'est pas toujours en train de réagir comme vous le voudriez, et c'est pour ça que j'insiste toujours sur ces gestions du risque, parce que c'est là qu'il y a vraiment de la valeur ajoutée. C'est là que vous allez pouvoir devenir meilleur en pratiquant et en apprenant. Mais il faut être conscient que ce qui fait vivre le compte, ce ne sont pas les trades spéculatifs. C'est la validation de ces trades et le fait qu'on renforce ces trades avec du levier derrière pour faire des gros gains. Ce qui est le cas dans le FTSE, ce qui est le cas bien sûr également pour l'instant sur la UDNZD dont on va aller parler juste après. Voilà, pour la partie indicielle, donc, j'en ai plutôt terminé. Donc ça stabilise, ça essaye de se stabiliser. Le problème reste toujours le même. Wall Street n'ayant pour l'instant jamais corrigé, le risque c'est que d'un coup, ils corrigent pour une raison X ou Y et qu'ils entraînent avec eux tous les marchés mondiaux. Donc l'autre risque, c'est que tout simplement, Wall Street continue toujours d'attirer le pognon plus que ses congénères. Et dans ce cas-là, il ne faudra pas lutter, laisser monter ce marché une nouvelle fois sur les sommets historiques et derrière chercher une nouvelle fois le big short, même si ça fait 5 ou 6 fois que c'est le cas. Au bout d'un moment, ça va passer, il faut juste le faire quand c'est le bon timing. Et si le marché décide à terme de réellement invalider ses timings en explosant complètement toutes les résistances, eh bien il faudra laisser faire. Voilou. Alors, donc Nasdaq, moi, je reste vendeur sur le Nasdaq jusqu'à preuve du contraire. Hier, la bougie tente une stabilisation. Elle a tenté très marginalement de casser le plus haut, mais c'est une clôture en doji qui se met en place. Attention à ce que le Nasdaq nous en remette pas une grosse cochonne. Je la verrai bien. Voilà, moi je vous dis, c'est un marché très tendu, qui a toutes les raisons de baisser. Le momentum est survendu et on a pris et momentum en accord. Moi, dans ces contextes-là, je ne limite pas les gains. Voilà, je vous l'ai dit, j'ai pris 25% de profit. Maintenant, j'attends de voir. Si ça rebaisse, tout va bien et ça me plaira énormément. Maintenant, est-ce que je vais renforcer aussi vite? Non. Par contre, si aujourd'hui et demain, on s'amuse à remonter, vous voyez, si on retrace que dans ce cas-là, ça, c'est une première impulsion baissière, une vague A de consolidation, j'attendrai plusieurs jours de choper un point B et probablement la semaine prochaine, j'essaierai de jouer une nouvelle phase de consolidation. Si aujourd'hui, ça rattaque, tout simplement, je laisse le marché chuter. Je lui remettrai peut-être un tout petit renfort ici pour essayer de jouer l'aspiration sous le bottom et essayer d'aller jouer en direction des 38%, mais c'est absolument tout ce que je ferai. Indice terminé, VIX,
Donc le VIX, même chose, hein, ça stabilise. Mais regardez, je pense qu'en fait, la pattern qu'on est en train de faire, c'est un peu similaire à ça. C'est-à-dire, on s'installe ici, c'est volatile, c'est toute la phase de consolidation qui se passe là, et ensuite on casse le support et on détend et on va faire la nouvelle vague haussière. Donc j'aurais tendance à penser qu'on est encore parti pour quelques jours de volatilité, c'est-à-dire d'action de prix un peu dans les deux sens. Ça monte, ça baisse, mais le VIX reste installé au-dessus de cette phase-là. Regardez, on va vraiment se mettre en hebdo, vous la verrez, cette phase, elle est vraiment extrêmement visible. Oh, pardon, daily. Voilà, on la voit bien, hein, c'est au-dessus de ça, là, dès qu'on est au-dessus de ce truc, vous voyez bien le niveau plancher, quoi. C'est vraiment un niveau qui, d'un point de vue graphique, a un intérêt énorme. À chaque fois que vous voyez, ça rejette toujours vers ces zones-là. Hein, on voit bien le niveau, c'est bien les 15. Et le 15, c'est quoi? Voilà, il faut bien que vous compreniez que ce niveau, en plus d'être chartiste, et vraiment on le voit que ce niveau a une importance psychologique, il y a une réalité. 15, c'est ce qu'on appelle la moyenne du VIX. C'est-à-dire que historiquement, le VIX, sa moyenne, c'est 15. En dessous, en gros, pas trop de stress. Au-dessus, ça craint. Donc là, comme on est en phase de consolidation type vague 4, on devait casser les résistances. C'était prévu, ça faisait partie du scénario. Maintenant, je pense qu'on va rester s'installer au-dessus de 15. Allez, ça peut baisser 14, hein, c'est pas très grave. Mais en gros, sous 15, ça risque d'être sous-porté, c'est-à-dire, dès que la volatilité essaie de rebaisser, les vendeurs reprennent la main, remettent des phases de baisse. Et c'est quand on repassera durablement sous les 15 que je pense qu'on pourra statuer sur le choix du marché, que la phase de stress est terminée. C'est-à-dire la phase de stress, tension sur les taux, sera effacé et le marché pourra donc se projeter vers un sommet historique. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Voilà. Donc surveillez ça et pour l'instant, je pense qu'on fait mumuse pendant encore quelques jours dans une structure consolidante et ensuite Wall Street prendra sa décision. Soit ça décolle à la hausse, là on va déborder la zone des 20 et là ça va devenir très craignos, c'est-à-dire que Wall Street s'emballe et là ça va être très très mauvais signe, ça va chuter en vertical comme au début de l'année. Option numéro 2, on arrive, je vous dis, à repasser sous les 15, Wall Street ira probablement se diriger vers un nouveau sommet historique sans que pour autant le VIX ne parvienne à faire un nouveau plus bas. C'est-à-dire que là on construit des creux et sommets ascendants qui précèdent une phase de stress très puissante qui cette fois je pense aura un momentum acheteur et donc un momentum acheteur de VIX c'est un momentum très fortement baissier normalement sur les actions. Donc junk bond on en a parlé, taux on a parlé, crypto on a parlé, gold, alors gold ça travaille, hein, donc ça essaie de stabiliser, on y va pas, c'est la grande question, c'est un momentum prêt à squeezer, donc quoi qu'il arrive c'est soit cette zone là qui cède, donc là on va y aller très simple, la résistance est là, clairement, hein, il n'y a aucun doute là-dessus, la structure TP est ici, c'est-à-dire que normalement c'est ici, donc que les acheteurs soutiennent ce marché. D'accord ? Normalement, on est supposé prendre la bougie. Je vous rappelle comment on applique la stratégie. Okay. Ici, le problème, c'est que la structure n'est pas validée parce qu'il n'y a pas de confirmation momentum. Mais je vous rappelle que le squeezing est une confirmation potentielle de momentum, mais il faut un breakout. Donc, il faut casser un niveau technique. Là, théoriquement, vous vous diriez, c'est ici qu'il faut mettre le support. Moi, je vous dis, si vous vous amusez à faire ça, vous risquez de vous faire péter les stops juste stupidement parce que le marché risque d'aller chasser là-dessous. Ça me surprendrait tellement pas que les couillons aillent faire ça à Wall Street que très clairement, si vous considérez ça comme un signal de vente, moi, j'ai tendance à dire non. Donc, je dirais, pour moi, le support, il est là. Il est vraiment ici. Et tant que cette zone support n'est pas débordée, il n'y a pas de release de ce squeeze. D'accord ? Tout simplement, c'est ici le précédent point bas, c'est ici le dernier point haut. Pour moi, c'est clair et net. La structure de compression, elle commence là et elle se termine. Et elle s'étire jusque là. Ce qui fait que tant que ce ne sont pas des zones ni d'achat ni de vente, ce sont juste des zones à squeezer, c'est-à-dire des zones de cassure. Donc là, à ce stade, il n'y a aucune résistance ici et très peu de support là. Et la question va être de savoir laquelle de ces bornes on va essayer d'aller taper et laquelle de ces bornes va céder. On peut très bien aller en taper une et céder la suivante. D'accord ? Ce qui est important, c'est de ne pas atteindre les zones où là, effectivement, il y a cassure. Pour moi, si ça vient là, le gold, c'est vraiment craignos. Là, il va de soi que je vais devoir prendre une nouvelle perte spéculative parce que je ne sais pas ce qui se passera derrière. D'accord ? C'est pas que je n'ai pas une conviction haussière sur le gold. C'est juste que face à l'incertitude que peut catalyser ce scénario, je ne veux pas rester en position. Okay ? C'est aussi simple que ça. Hein ? Il faut vraiment pas Pardon, c'est pas ça que je voulais faire. Voilà, il faut vraiment rester tranquille sur la stratégie.
dans le sens où c'est qu'un TP, donc c'est pas non plus l'orgie, mais si ça vient breaker à la hausse, là il faudra pas hésiter. Donc moi je pense qu'il y a tellement de chances que ça passe au nord que je mets un stratégie buy breakout ici. Ici attention, je multiplie le levier par 3, c'est-à-dire que là vu la durée de la consolidation de la vague 2 et sa complexité, évidemment qu'il va y avoir grosse tendance derrière et que je pense qu'on va tirer facilement vers les 50% de retracement et complètement effacer les 38. Donc tout simplement, je pense que le marché attend de trouver ce canal, d'accord, qui va derrière essayer d'aller chercher les 38 et arriver ici, pas de vendeur, et boum, on enfonce, on va chercher soit 50, soit 61 carrément. Ça ne me surprendra absolument pas. La prochaine phase de tendance sur le gold, elle sera puissante, c'est clair. Maintenant, le risque, c'est qu'il y ait une petite extension baissière. Ok, c'est possible. On est dans une zone où l'achat est très 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 intéressant. C'est clair, il n'y a rien à dire. Acheter du gold à ce prix-là, c'est intéressant d'un point de vue technique. Maintenant, est-ce que le marché va continuer à vous enfumer à cause de ça? Je vous rappelle que la dynamique des derniers mois, c'était juste de dire « Ah bon, tu spécules? Eh bien, je vais t'enculer d'abord et après, tu auras peut-être raison. » C'est vraiment ça le truc, c'est de dire « Les vilains spéculateurs, on va venir manger leurs gains, on va venir manger leur stop parce qu'il n'y a que ça à manger dans le marché estival. » Maintenant, pour moi, en octobre, on n'est plus dans un marché estival, il y a de la liquidité et normalement, on devrait voir l'XAUUSD retrouver un petit peu des couleurs, mais attention, le risque, c'est que ça break au sud. Et si c'est le cas, vous ne savez pas ce qui se passera, vous ne savez pas jusqu'où ça peut aller. Face à cette incertitude, il faudra accepter de laisser les stops spéculatifs, même s'ils ne sont pas donnés. Voilà, moi, je crois que j'ai un prix à peu près moyen par là sur le gold, à peu près la moitié du range, donc c'est pas fantastique, mais je vous rappelle que je tire des trades de merde de là-haut. Donc ici, j'ai un levier max en spéculation, je risquerai pas plus des 3% ici. C'est-à-dire j'ai levier 1 sur le gold, ça vient chercher le bottom, je suis obligé de sortir. C'est clair. Et je prendrai probablement donc 2,80 de perte sur ce trade approximativement. Silver, c'est le même destin. L'US Oil, j'attends toujours les signaux. Donc pour l'instant, rien ne se profile. En 2 heures, toujours pas de cycle vendeur. Le momentum suracheté, c'est bien. Ça veut dire que dès que ça surachète, ça bloque quand même. C'est un bon signe. Maintenant, j'attends peut-être une poursuite de consolidation. Un petit peu plus haut, un petit peu plus loin. Pour l'instant, je veux que les cycles repassent vendeurs. Donc il ne se passe toujours rien pour la part sur le trade US Oil. L'euro-dollar, c'est le sujet de ce matin. Pardon. Donc l'eurodoll, je pense qu'il faut rechercher des achats. Alors, on va refaire le contexte. Donc, hop, hop, hop. Voilà, dans quel contexte sommes-nous? Donc ici, pour moi, toujours pareil, euro-dollar, un contexte de range, à savoir, évidemment, c'est un actif qui n'est pas en tendance. Je rappelle, l'eurodoll était par là, par là, par là. Léger biais baissier, mais je pense qu'on est dans un actif qui restera quand même dans une structure de range. Et face à cette possibilité, comme d'hab, on installe ses ratios et on cherche sa pattern. D'accord? La pattern, elle est qu'ici, elle a déclenché. On est bien venu chercher la zone 38% et on revient dans la zone bleue. Dans la stratégie de range, je vous rappelle que c'est ce qui se passe. Normalement, on vient ici, ça on laisse faire, on attend que ça rentre dans la zone neuneu, puis on attend le pullback dans la zone bleue qu'on achète, dans lequel on vise le haut de la zone neuneu et la zone de vente. C'est-à-dire que pour moi, dans ce trade, il y a une target 1, 1,38, target 2, 1,47. Évidemment, c'est un contexte hebdomadaire, donc c'est un trade qui mettra 2 à 3 ans à arriver à son objectif. C'est un timing présumé de 2 à 3 ans, donc il faut être patient et surtout, il faut des signaux daily. Donc en application de la stratégie, je suis navré, ce n'est qu'un take profit, donc si vous vous amusez à y aller full levier sur ce scénario-là, vous êtes complètement out. Par contre, si vous y allez tout doux, ça me paraît intéressant. Il y a bien une confirmation momentum et des take profit, ce qui me laisse à penser qu'on est sur la zone technique que je recherchais, 61-76,4, en pullback de type vague 2, c'est-à-dire que pour moi, le marché ici, il a fait sa vague 1. Clairement, ça, c'était une impulsion. Il vient de terminer sa vague 2, où il est probablement en train de le faire. Il se projette vers une vague 3, d'accord ? Qui risque d'être assez longue et probablement de casser une résistance, et derrière 4 et 5. Voilà. Donc pour moi, le schéma, il est là, c'est celui-là, c'est que normalement derrière, grosse vague 3, grosse tendance haussière euro-dollar, je ne sais pas pourquoi, encore une fois, et je m'en fous. Moi, tout ce qui m'importe, c'est que normalement, voilà ce que je vois sur ce type de marché.
D'accord, une grosse vague 3, bien longue, bien typique des forex, hein, c'est-à-dire un peu un truc comme ça. Une fois que ça part, on n'arrête plus la bête, impossible de gérer quoi que ce soit. Vous prenez vraiment une réplique de ça. Hein. Regardez, la vague 1 était très courte. Regardez la taille de la vague 3 derrière. Hein. Ça a été des extensions complètement folles l'année dernière sur l'euro-dollar. Et ça ne surprenait personne. Hein. Voilà. Pardon. Je vous rappelle quand même qu'on a une fin de QE, hein, donc c'est quand même normal que l'euro se réapprécie. Donc si vous cherchez des raisons fondamentales, parce que quand même sur des scénarios hebdomadaires, il y a bien des raisons fondamentales. La raison fondamentale, elle est toute simple. Hein, voilà, on arrête le QE, ça fait des mois et des mois que la politique monétaire est complètement folle en zone euro, dans un contexte qui est très dangereux. Donc évidemment, l'euro risque de se réapprécier très fort et très vite face à notre ami le dollar. Parce qu'on est en retard, mais énormément par rapport au cycle économique et à la gestion de la politique monétaire à la BCE. Hein. Je vous rappelle que la Fed fait un très bon boulot, selon moi. Par contre, Draghi fait n'importe quoi. Hein. Lui, il a 2 ans de retard et il aurait dû arrêter son QE il y a bien longtemps s'il avait été un peu plus malin. Mais bon, évidemment, comme c'est toujours pareil, on ne peut pas enlever la drogue, sinon le marché pète un boulard. Et donc ici, on s'était fait une jolie extension 3, je crois quasiment. Voilà, donc 300% hein, de la vague 1. Imaginez-vous simplement que si on réplique ça aujourd'hui, hop, on va voir si je peux transporter ça. Ouais, voilà. Si vous transposez ce truc-là, hein, ça vous fera la même chose. Sommet, même ici en phase consolidante. Ouais, ça peut nous faire sans problème 1,30, 1,31, hein, ça ne sera guère surprenant dans ce type de marché. Hein. Vous voyez, en fait, vraiment prenez la copie conforme hein, de la vague 1 et ce qu'on vise, c'est effectivement cette zone 127, la zone des 1,40. Ça laisse fortement à penser que le TP1 ici sera touché, peut-être pas forcément le TP2. Hein, voilà. Pour l'instant, la confiance reste à 2 sur 5, c'est-à-dire que, j'insiste bien là-dessus, c'est faible en termes de niveau de confiance. Il est hors de question de mettre un levier. Le stop doit se trouver ici. Au minimum, c'est une invalidation. Hein, c'est-à-dire que derrière, soit vous pouvez gérer votre risque et ne couper qu'une partie de la position si vous souhaitez tenir. Mais dans un cas, il faut ici gérer son risque si on arrive sur ces niveaux de prix. Moi, je pense qu'il y a très peu de chances qu'on y arrive. Je dirais, je prendrais même la plus basse clôture hein, hebdomadaire, daily. Si on vient chercher ces niveaux-là, hein, les 1,1350, il faudra quand même songer à une gestion du risque, c'est-à-dire une perte partielle sur ce scénario. Si ça réagit ici et qu'on se remet à casser des résistances, d'accord, c'est-à-dire moi, hop, je réalise mon entrée spéculative ici. Je mettrai ma confirmation là. D'accord, c'est-à-dire je veux qu'on revienne chercher des résistances. Quand on aura fait ceci, je pourrais commencer à me dire c'est pas mal. Donc je veux qu'on revienne chercher ces zones-là, donc les résistances qui ont catalysé la vague 1. Hein. Hop, si on revient chercher le sommet de vague 1, ça me paraît pas mal du tout. Ce sera simplement validation. Ça veut dire qu'arrivé ici, je suis prêt à prendre des trades en renfort en cas de pullback ou des breakouts. Voilà. Hein, et évidemment, le breakout pour moi se mettra en place ici. En cassure du sommet de la vague 1, ici on pourra jouer des trades pour ma part en breakout. Et ici donc des renforts avec du levier. Mais pour l'instant, pas encore de levier possible, que des entrées spéculatives avec des leviers modérés. Et donc l'invalidation pour l'instant coûte à peu près 1,5. Donc pas de possibilité de mettre un levier 1. Votre levier doit être inférieur à 1, probablement proche de 0,6. Donc sur un levier d'exposition à l'euro-dollar. Moi je mets même un peu moins que ça, puisque donc je cartouche également l'USD yen. Et c'est tout simplement, en fait, moi, c'est le dollar hein, qui m'intéresse. Dans la paire euro-dollar, ce n'est pas tellement l'euro, c'est plutôt effectivement l'effet de base dollar, pour les raisons que je vous ai partagées hier et qui ont déjà confirmé aujourd'hui, à savoir la cassure baissière. Ici, c'est propre hein, sur le DXY. On recherchait dans le contexte hebdomadaire un signal de vente. Hein. Il y a bien ici toutes les patterns qui indiquent qu'il faut chercher à vendre en hebdo, et on cherche donc le signal daily. Raté, pas de signal daily ici, un signal acheteur, un signal vendeur. Moi je prends le signal vendeur, la confirmation se fait évidemment à la cassure du signal acheteur, c'est-à-dire que pas de vente possible avant ce truc là, ok, et on pourra probablement targeter 1 pour 1, c'est-à-dire qu'en vendant ici, la validation se fait là, il faudra targeter probablement par là et pas beaucoup plus loin que ça.
dans un premier temps. On est en train de construire les premières étapes d'un futur éventuel marché baissier, mais on ne va pas normalement chuter en ligne droite sur le dollar. Donc, je pense arriver ici, laisser le marché remarquer un pullback et ensuite revendre probablement ce pullback si le contexte hebdo reste toujours vendeur. Donc voilà, pour moi, un trade ici, spéculatif, confirmation, renfort, breakout, target. Ok, on va dire là comme ça. Hop. Donc, sell breakout. Donc, attendre que le marché vienne dans cette zone-là, matérialise un petit support et revienne le casser pour déclencher des breakouts vendeurs. Donc, dans cette zone, validation plus confirmation en breakout. C'est à peu près tout ce que j'ai à vous dire. Le yen, toujours pareil, ça se maintient. M'attends toujours un petit pullback, d'où le problème de l'euro-yen. Est-ce que l'euro-yen va donc accélérer d'un coup ou est-ce que l'euro-yen va repartir chercher ses résistances? C'est la grande question que je me pose. C'est la raison pour laquelle, je vous ai dit déjà avant-hier, j'ai préféré ne pas faire la tête brûlée parce que je rappelle que l'euro-yen, j'avais un prix moyen à peu près par là, c'est-à-dire un prix moyen qui est vraiment pas fantastique. Je suis légèrement passé en positif l'autre jour. Et le premier truc que je me suis dit, réduis ton levier, mon coco. Ici, je vous rappelle qu'au sommet, je risquais quand même près de 7% de capital en perte et que franchement, c'était un peu too much. Donc ça baisse, c'est bien, ça fait du bien, ça permet de respirer. Maintenant, on ne joue pas all-in sur ce truc-là. Vu que je suis repassé légèrement en positif, j'ai sorti un tiers de la position. Et c'est important que vous compreniez bien ça, parce qu'hier, il y a certaines personnes qui m'ont envoyé un message pour me dire bah, j'ai un peu les boules, du coup j'ai vu que tu avais des doutes sur l'euro-yen, du coup moi j'ai tout sorti. Ben non, moi j'ai pas tout sorti du tout, pourtant je vous donne les chiffres, je peux pas faire plus transparent que ça, je vous donne les montants, je donne pas les montants en euros parce que c'est complètement débile de jouer ce jeu-là. Par contre je vous donne toujours les montants en pourcentage quand je fais ma gestion du risque. Je vous ai dit, et j'ai été clair là-dessus, 33%, enfin un tiers de la position. J'ai sorti un tiers, ce qui fait qu'il y a quand même 2 tiers de ma position initiale qui reste dans le marché. Je ne fais que gérer mon risque. C'est que comme j'ai pris un peu trop de risques dans cette zone-là, et moi le premier, je vous l'ai dit, si jamais je me fais dégommer, ça va me coûter cher parce que j'ai pris trop de risques. C'est clair. Donc ça revient, ça m'offre un pullback. Soit je suis stupide, c'est-à-dire j'y vais, je me dis allez ça y est, ça baisse, je sors plein gaz, je renforce comme un cochon, soit je suis rationnel et je vous ai dit j'attends que le marché marque un support et j'attends ensuite que le marché vienne démonter ce support pour passer avec des renforts. Donc pour l'instant j'ai sorti une partie de la position, je m'attends évidemment à ce qu'on range un peu dans cette zone-là, comme je vous l'ai dit, et qu'on accélère ensuite. Moi, ce qui m'intéressera, c'est l'accélération qui suivra. Vous voyez, je pense qu'on est un peu dans ce contexte-là. Ici, effectivement, si vous n'aviez pas sécurisé un peu les gains, voilà, mais moi, en l'occurrence, comme c'était des très maigres gains, ben pareil, mais je sécurise quand même, je réduis mon levier et j'attends que le marché consolide, fasse une structure type consolidante dans cette zone-là, et après, bam, je veux que ça démonte. Quand ça démontera, c'est là que ça m'intéressera. Je pense que l'euro est haussier. D'accord? Puisque je vous ai dit, j'achète l'euro-dollar. Je pense que le yen est haussier également. C'est pour ça que je vends l'USD-yen. Je pense cependant que le cross euro-yen sera quand même profitable au yen. C'est-à-dire que je pense que l'USD-yen baissera plus vite que ce que montrera l'euro-yen. Que ce que montrera l'euro-dollar. C'est la raison pour laquelle je pense que le scénario euro-yen peut tout à fait trouver son étape de maturité. Mais pour ça, il va falloir que notre coco, le yen, se réveille. Je n'ai pas dit qu'à long terme, le yen irait plus haut que n'irait l'euro. J'ai juste dit que dans une cyclicité, la maturité du yen me semble plus avancée que celle de l'euro. C'est-à-dire que le yen risque d'entrer en tendance plus vite que l'euro. Donc, l'euro-yen pourra normalement aller chercher mes targets. Mais euro-yen, qu'on soit bien d'accord, c'est quoi le contexte? Ça reste un range, hein? L'euro-yen, pour moi, ce n'est pas une tendance baissière, c'est que dalle, c'est un triangle. Donc pour moi, c'est ici qu'il faut acheter l'euro-yen, pas là, et encore moins essayer de jouer des cassures haussières. On est dans un triangle, nom de Dieu. Dans un triangle, vous êtes patient, et ensuite, je chercherai des achats euro-yen. Mais dans un premier temps, je maintiens pour moi ce scénario baissier à l'approche de l'apex du triangle. OK ? Et je pense très clairement que la devise refuge du prochain cycle de crise, si crise il y a, sera plus l'euro que le yen. C'est d'ailleurs, je pense que l'euro-yen sera haussier, hein, je pense sérieusement ça. Par contre, avant de breaker ce triangle, il me semble qu'il y a une zone où le yen sera en avance légèrement. Ok ? Donc ça, c'était pour l'explication, parce que c'est vrai que j'ai eu 2-3 mails à ce sujet-là.
Donc j'essaie de vous expliquer la logique derrière ce truc-là. Quelle est la projection que je fais du marché? Encore une fois, je ne mettrai de l'argent fortement et avec des leviers que lorsque ces trades seront confirmés. L'euro-yen, je vous ai dit, j'ai pris un peu trop de risques, d'où la gestion du risque immédiate que j'ai faite l'autre jour. L'euro-dollar, pour l'instant, ça reste hautement spéculatif et je ne m'amuserai pas à renforcer là-dessus. L'USD-yen, même chose. Est-ce que vous m'avez vu renforcer l'USD-yen? Que dalle! Je patiente pour l'instant, j'attends de voir si le marché confirme mes stratégies ou non. Et s'il les invalide, je prendrai, comme d'hab, des pertes d'ordre spéculatif, c'est-à-dire entre 1 et 3%, grand maximum, jamais au-delà de ça. La UDNZD, hier, a-t-on eu enfin notre clôture? Eh ben non, voilà, donc on attend, peut-être aujourd'hui, mais donc hier, une bougie qui a bien débordé le niveau technique, c'est-à-dire qu'on voit qu'il n'y a pas énormément de résistance non plus, mais ça ne confirme pas pour autant. Donc l'USD, la USDT, on attend. Le problème, c'est que dès qu'on arrive là, ça surachète. Donc ça veut dire quoi? Soit là, le marché va rebaisser, c'est très mauvais signe pour ma gueule, j'aimerais plutôt que ça n'arrive pas, mais j'aimerais surtout que le marché poursuive, c'est-à-dire bloque ici pendant quelques jours, puis attaque au-delà du surachat. Là, j'aurai un vrai signal de volonté tendancielle, c'est-à-dire que le marché poursuit au-delà des structures de surachat. C'est-à-dire un marché qui surachète, c'est dans un range, normalement, ça va bloquer. Un marché qui surachète et qui va au-delà dans une structure haussière, c'est ce qu'on appelle un marché en tendance. Un marché en tendance, c'est un marché qui va être suracheté. Donc, c'est tout à fait normal dans ce contexte-là qu'on poursuive au-delà des niveaux qu'on a marqués hier. Maintenant, il se peut qu'on stabilise un moment et qu'on reste sous les résistances avant de breaker. Pardon. Donc pour moi, la structure de breakout se mettra en place au-dessus de ce qu'on a fait hier. Et donc maintenant, j'attends, j'ai mes niveaux. Donc tant qu'on ne vient pas chercher 1,0999, pas de renfort en breakout sur l'AUD NZD. Voilà, tant qu'on ne revient pas chercher les supports, même chose. Donc là, si vous stressez encore sur l'AUD NZD, foutez-moi une black box. Tant qu'on ne revient pas ici, il n'y a pas de raison de stresser. On a bien un support acheteur qui se met en place et je veux voir la résistance sauter. Pour l'instant, ce n'est toujours pas le cas. Donc, attention à ne pas aller plus vite que la musique. Pardon. Côté action, et après on s'arrête là. Rien d'intéressant. Apple, si, voilà. Donc Apple, on regarde immédiatement. Voilà, ça réactive. C'était ce qu'il fallait craindre. Donc voilà, de nouveau, des signaux acheteurs non confirmés momentum, mais ça reste des triangles bleus, c'est-à-dire que les mecs soutiennent, tous les cycles haussiers sont mis à profit, c'est bien, ils sont forts. Laissez donc nos amis acheteurs s'euphoriser au maximum, plus ils montent, plus ça fera de gains à la baisse. Donc je vous rappelle encore une fois que si vous luttez contre un marché en bulle, vous êtes bien dans la merde. Donc c'est pas comme ça qu'on aborde ces marchés, on les laisse faire les imbéciles, il faut attendre les cassures de support. Si là, vous voyez Apple s'amuser à repartir dans un nouveau cycle vertical, eh bien, tout simplement, si vous tenez des ventes, vous êtes complètement baisé. Donc, on ne joue pas ce système-là, je vous le rappelle, c'est bien trop dangereux. On attend que le marché revienne chercher un support. Plus ça monte, plus il faudra monter, parce que le risque va paraboliser. Mais plus on monte, plus le risque de chuter augmentera également. Et au moment où ça chute, il ne faudra pas hésiter à taper. Mais pour l'instant, est-ce que vous voyez un marché qui chute? Moi non. Donc, on attend. Ok, il ne faut pas tirer trop vite. Ceux qui tirent trop vite sont ceux qui seront les grands perdants sur une bulle. Vous savez que j'ai tendance à anticiper le marché, parfois avec des timings un peu trop précoces. Aucun souci, je l'assume pleinement. Mais ici, face à une bulle, je ne suis pas stupide. Voilà. Moi, dans un marché qui range, j'hésite pas à être un peu plus agressif que la moyenne, même si ça me vaut parfois de trouver des timings un petit peu trop précoces. Par contre, dans une bulle, il n'y a absolument pas de précocité possible. Allez, voilà, pardon, je pense qu'on a fait le tour. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée. Je réponds rapidos à vos commentaires, c'est bien, il n'y en a pas trop. Ne se sent plus en âge de... Mais effectivement, voilà, de toute façon, qu'on se met d'accord, les bancs de l'école de la finance ne font aucun trader performant aujourd'hui, tout simplement parce que les traders institutionnels qui peuplaient les salles de marché à l'époque, dont le but était simplement de faire de la gestion à faible risque, eh bien aujourd'hui les robots le font aussi bien, voire beaucoup mieux qu'eux. Donc ils sont très clairement remplacés. Donc aujourd'hui des traders de type institutionnel, il y en a quasiment plus,
ou vraiment très peu, d'où la raison que les formations, écoles et banques de la finance, on s'en fout. Par contre, des spéculateurs agressifs, je peux vous dire qu'il y en a encore dans les salles de marché, puisque ça, à l'heure actuelle, les robots ont extrêmement de mal à prendre des risques. Donc malheureusement, les mecs comme moi, les spéculateurs, il y en a toujours. Peut-être qu'on se fera sauter par les robots dans les prochaines années, j'en serais pas surpris. Mais pour l'instant, et jusqu'à preuve du contraire, on continue de bosser et ça fonctionne. Une chance qu'on s'intéresse à un sujet tel que celui que vous traitez, partagez avec passion, constance, précision et de manière désintéressée. Merci. C'est cool. Voilà. En tout cas, moi, c'est la vision que j'en ai. Je pense que moi, maintenant, je vous ai dit, je n'imaginais pas, franchement, à la base, avoir ces qualités professorales, on va dire, dans un certain sens. En tout cas, ces qualités pédagogiques. Mais effectivement, ce que tu décris, c'est le profil du professeur. Hein, voilà, c'est constant, précis. Je connais mon métier, je sais ce que je fais. Je suis précis dans mon travail et je le fais de manière désintéressée. Hein, c'est-à-dire que c'est pas vous. C'est comme quand un professeur va apprendre à ses élèves. C'est pas les élèves qui payent le professeur. Sinon, là, pour le coup, le transfert de savoir est tout sauf désintéressé et c'est assez dangereux. Alors. Jean-Marie, la réponse que tu m'as donnée m'indique que tu n'as pas du tout compris ma question. Ok, alors vas-y. En effet, tu me dis qu'il ne faut pas mettre de stop pour l'achat d'Ether en buy and hold. Tu nous l'avais déjà répété. Ok. Je sais pas, hein, mais c'est parce que je sais que je vous répète souvent les choses et pour autant, il y en a qui décident de ne jamais les appliquer ou qui décident de faire le contraire. Donc c'est vrai que des fois, j'insiste un peu lourdement, mais je préfère le faire. Alors, on ne parle bien sûr pas de l'achat buy and hold, mais du petit achat. Ah ok, d'accord. D'accord, on s'est mal compris. Alors dans ce cas-là, je réponds à ta question immédiatement. Où se trouve le stop d'un achat spéculatif sur l'Ethereum? C'est tout à fait simple. Pour moi, c'est sous le TP ici. Hein, et moi, je l'ai mis là, mon stop. Voilà. Je ne sais plus si c'est cette mèche-là ou celle-là, mais mon stop est vers ces zones-là. Hein. Voilà. C'est clairement par là. Pour moi, si on démonte ces trucs-là, il n'y a pas d'intérêt. Qu'on vienne démonter ça, en fait, je ne serais pas surpris. C'est-à-dire qu'on vienne là, on essaie de... et puis pour autant, voilà. Je ne serais vraiment, vraiment pas surpris de ça. Donc, c'est pour ça que je pense que même dans un aspect spéculatif, je pense qu'il faut quand même garder son stop un peu large. Ça me semble être quand même... on va dire minimum, même si très clairement c'est même ici qu'il faudrait le mettre, c'est-à-dire à la base de la structure triangle qui se met en place là depuis les derniers jours sur la partie Ethereum. Parce que là, ce que tu vois, c'est que le marché, tu vois, il est ici, il construit ses obliques. Ok, on a bien fait l'apex du triangle, pour l'instant sortie haussière, mais tu vois que ça valide pas plus que ça. Donc on peut très bien casser cette ligne de tendance, c'est pas gênant. Pour moi, maintenant, comme on a cassé ça, d'accord, le support, c'est plus ça, c'est ça. C'est-à-dire que maintenant qu'on a cassé ce petit triangle, vraiment c'est ici pour moi que se trouve la zone support. Le marché peut sans problème, hein, vous voyez, continuer de baisser là. Et puis s'il vient vous faire une petite mèche, c'est complètement con de vous faire stopper un trade spéculatif par une mèche débilos. Moi je dirais vraiment, voilà, là c'est le meilleur endroit pour mettre un stop. Là c'est une gestion du risque un peu plus agressive, ce qui fait que ça vous permet de mettre des positions un peu plus grosses. Mais par contre, la probabilité de vous faire péter le stop, elle est beaucoup plus grosse également. Donc au jeu du risque par rapport au rendement que ça peut rapporter, moi j'aurais tendance à dire que c'est vraiment ici que le stop est le plus judicieux. Voilà. Maintenant vous faites comme vous voulez. Je suis pas là pour vous donner des conseils. Eddy, avoir l'intention de vendre une petite part à 240 pour payer le stop. Revoici donc pour la troisième fois ma question qui concerne ton dernier petit achat spéculatif. Mais pourquoi vendre à 240 pour payer le stop alors qu'il suffit de le remonter? Ah oui, voilà, évidemment. Non, bien sûr. Quand je parle de payer le stop à 240, d'accord, ici, c'est tout simplement, effectivement, je pense, alors je ne sais pas à quel moment je t'ai dit ça, mais je n'ai pas du tout l'intention de prendre des profits là. Hein. Voilà, pour moi, dans ce type de marché-là, là maintenant qu'on a fait le breakout, ah oui, ici, ok, je me rappelle, d'accord, je me rappelle très bien. C'est quand on était là, d'accord, et quand j'ai pris des petits renforts probablement par ici, où je vous ai dit 240, je prendrai mes profits, et on n'est jamais venu les chercher. Voilà, et du coup, je vous avais dit, je me souviens derrière, que bon, comme j'avais pas pu sécuriser mon renfort en payant le stop, du coup, c'était des trades avec un risque, c'est-à-dire qu'il y a un risque de perte, alors que si j'avais pu payer le stop, je n'aurais pas ce risque de perte, ce qui a un confort supplémentaire, mais j'attends toujours la validation, et là c'est des trades en breakout qu'il y a ici. Pour moi, il y aura des renforts évidents à prendre sur
sur les terres si ça vient ici. Hein. C'est-à-dire que clairement, pour moi, le franchissement de cette résistance, c'est un renfort en breakout. Donc là, pour moi, il n'y a pas de limite en fait sur ce marché. Je ne cherche pas à prendre des profits dans cette zone-là. Je cherche au contraire à renforcer la position et à remonter le stop, comme tu l'as bien compris, mon cher. Donc je suis désolé, en fait, je pense que c'était... Pardon. On s'est mal compris dans la gestion du risque à l'intérieur de ce schéma. Puisque moi, je m'attendais ici à ce que le marché aille peut-être un petit peu plus haut, chose qu'il n'a pas faite. Mais de mémoire, il me semble que c'est ça. Hein. Après, je vous dis beaucoup de choses, c'est très difficile de me souvenir de tout ce que j'ai dit. Vous avez les vidéos, hein, preuve à la pluie, alors que voilà, hein, c'est toujours pareil. Je vous laisse les vidéos pour ces raisons-là. Hein. Moi, je ne les supprime pas toutes les semaines, j'ai rien à cacher. Maintenant, soyez conscients que je dis beaucoup de choses. Si vous croyez que je me souviens de tout ce que je fais et de tout ce que je dis, vous m'attribuez un savoir que je n'ai pas. Donc je vous le dis franchement, je ne me souviens pas de tout, mais de mémoire, il me semble qu'ici, ouais, c'était une histoire de gestion du risque que j'avais prévu de faire et qui ne s'est pas passé comme prévu, à peu de choses près, tu vois, ici c'était venu chercher 239 et pas 240, quoi, par exemple. Il me semble que c'est un truc du style. Donc voilà, pour l'instant maintenant, pour moi, dans ce cas, dans l'état actuel des choses, sur le trade spéculatif, je dois avoir un prix moyen à peu près par là, hein, puisqu'il y avait eu des entrées, il y avait eu entrée spéculative par là et entrée spéculative par là. Donc je dois même avoir un prix un peu plus bas que ça. Je dois avoir un prix... Merde. Je dois avoir, si ma mémoire est bonne, ou un prix par là, 215. Ça me paraît à peu près ça. Hein. Je dois avoir un truc comme ça en termes de prix d'entrée. Si vous voulez vraiment le chiffre, vous me le dites, je vous donnerai le chiffre précisément. Mais c'est à peu près par là. Hein. Voilà, de toute façon, cette entrée-là, je vous l'avais donnée. Celle-là également. Donc vous savez, voilà, c'est à peu près par là que je me trouve. Dans le pire des cas. Le stop se trouve donc pour moi là, hein, donc c'est un stop qui ne coûte pas très cher, et évidemment j'attends les niveaux de validation. Je pourrais payer mon stop si tu veux aujourd'hui, mais je pense que là, il y a tout intérêt au contraire à garder du cash dispo. Et donc là, il y aura un prochain renfort en breakout, hein, ici, donc ici ou là, hein, je peux très clairement acheter par là, si on vient ici, à mon avis, il y a déjà tout ce qu'il faut. Hein. Donc là, c'est le niveau où le trade spéculatif passera en mode renfort et validation. C'est-à-dire que là, si je te donne l'indice dans le schéma actuel dans lequel on est... Non, c'est pas ça que je veux. C'est déjà... Non. Oh, mince. Description non plus. Merde. Bon, ben, j'ai tout paumé là. J'ai fait n'importe quoi. Il me semblait que j'avais sauvegardé ça. Bon, tant pis. On va revenir. Donc, il me semble que c'est 40 que j'utilisais. Et sans border. Voilà. Il me semble que c'est ça. Donc, on va se remettre. Pour moi, ici, on est à 3 sur 5. Hein. Voilà. Pas plus, pas moins. C'est-à-dire que j'ai déjà pris les premiers trades spéculatifs très agressifs, ceux qui correspondent à 2 sur 5. Là, je commence à construire ma confiance acheteuse, puisque j'ai des premiers signaux de prise en main acheteuse qui se mettent en place, en tout cas de range, qui pourraient précéder le déclenchement. Là, avant de vraiment confirmer ce trade et passer en 4 sur 5, ce qui ne veut pas dire que je vais nécessairement mettre un levier, mais en tout cas que je vais passer sur des breakouts, sur des trades de breakout, ça se fera pour moi à la prochaine étape. Ici, je serai prêt à passer à 4 sur 5 sur cet indice de confiance. Autre question avant de passer à la suite. J'espère que cette fois j'aurai répondu. Plus de 10 000 vues sur TradingView. Ah, pour le... oui, ok. Pour l'analyse sur le Bitcoin. De toute façon, je me suis amusé parce que, bon, voilà, je trouve ça, c'est fou, mais en fait, dès que tu mets Bitcoin et crack en même temps, c'est le truc de fou, voilà. Et puis comme en plus, je reviens sur l'analyse que j'avais fait en comparatif de 2014 et que je dis, bon ben voilà, ça c'est ce qu'on avait dit au mois de février. Il se trouve que en plus, ça s'est passé exactement comme prévu et qu'aujourd'hui, on est à l'étape que il y a 6 mois déjà, je vous disais, si ça se produit comme ça, j'achète. Ben aujourd'hui, ça se produit comme ça, nom de Dieu. Comment je peux faire différemment que d'acheter? Maintenant, c'est des achats spéculatifs et c'est du buy and hold. Mais
Évidemment que j'applique la stratégie. Voilà. Donc c'est vrai, elle va probablement faire encore un peu de bruit, je pense, cette analyse. Je m'attends à ce qu'elle se soit relayée comme la première, un peu à droite, à gauche. Mais voilà, ce qui est vraiment important, c'est ça. C'est que pourquoi je la fais comme ça volontairement? Parce qu'à l'époque, il y en a beaucoup qui m'ont critiqué en disant, évidemment, Phil, il surfe sur la vague des cryptos, il vient racler des followers, il fait tout pour trouver des abonnés pour ses indicateurs. Bon, encore une fois, je ne fais jamais la pub des indicateurs dans les vidéos, tout est gratos, vous venez vous servir avec un contenu de qualité que d'autres vous font payer très cher. Et en plus de ça, je veux dire, la différence, c'est que si j'avais juste surfé sur la vague, je ne serais pas en train de vous dire aujourd'hui, bon ben voilà, à l'époque j'avais eu raison, aujourd'hui ça avance, et du coup on déclenche le trade. Voilà. Si c'était juste du bullshit il y a 6 mois, bah, très clairement je serais passé à autre chose, j'aurais surfé sur la vague, et aujourd'hui je serais en train de vous vendre des algorithmes, puisque c'est ce que les gens cherchent aujourd'hui, du trading automatique, très simple, de la gestion passive, enfin en gros tout ce qu'il faut surtout pas faire en ce moment. Donc faites encore une fois attention, si vous êtes en train de chercher des algos en ce moment, c'est tout sauf le moment de faire ça. Il y a des cycles et évidemment c'est toujours pareil. Donc n'allez surtout pas chercher le trading algorithmique de particulier, c'est-à-dire les petites stratégies à la con, codées en 30 ou 40 lignes. Si vous vous amusez à faire ça, vous êtes dans le pire contexte. Alors, pourrais-tu envoyer ton analyse BTC d'hier sur Telegram? Alors sur Telegram, j'ai dû la poster, il me semble que je l'ai fait. Penses-tu que BACT sera le déclencheur pour une sortie du désert? Alors c'est possible, je ne sais pas. Le déclencheur, on s'en fout. Le déclencheur peut être très bien purement technique. C'est-à-dire que le principe de la compression, c'est qu'au bout d'un moment, la compression et la baisse des volumes amènera nécessairement le retour d'une phase volatile. C'est-à-dire qu'après une compression, s'il n'y a jamais de catalyseur, on va sortir de la compression, on va sortir du triangle, mais on va créer donc un triangle d'expansion, c'est-à-dire dans l'autre sens, un biseau d'élargissement. C'est-à-dire qu'après la compression vient l'expansion, c'est-à-dire qu'à défaut de catalyseur, ce marché, quoi qu'il arrive, retrouvera de la volatilité, et je pense que cette volatilité a plus de chances de se propager au nord qu'au sud. Maintenant, je peux me planter. Peux-tu faire un point USD CHF? On va regarder ça, effectivement. Je regardais les autres. Alors, ONT BTC a eu un V-bottom. Ouf, non. Alors, moi, ça, c'est trop petite capi, ça ne m'intéresse pas. Ton compte crypto-analyse. Mais attends, crypto-analyse, c'est mort, les gars. Je sais pas, mais il me semble que c'est complètement mort. En tout cas, moi, je n'ai plus aucun rapport avec eux aujourd'hui. Plus aucun échange de mails. Et je ne fais pas partie de ceux qui appuient là où ça fait mal, quoi. Donc, je veux dire, moi, je sais qu'ils sont dans la merde. Voilà, moi j'ai pas appuyé, j'ai pas essayé d'enfoncer des gens qui sont déjà suffisamment dans la merde. Donc je les laisse se débrouiller, c'est pas mon problème, ça me concernait pas. Donc voilà, je ne juge pas, je ne sais pas, et donc ça me regarde pas voilà, c'est leur problème. Si vous êtes concerné par le problème, c'est votre problème, ce n'est en aucun cas le mien. Moi je me mettrai pas entre les deux à jouer le juge. Un peu de miel pour la gorge, exactement, c'est ce que je fais. Allez, donc il me restait quoi à faire? USD, CHF, et ensuite on se laisse, pas UNH, CHF. Alors, USD, CHF, ça a l'air pas inintéressant. Allez, on va chercher un contexte. Donc en daily, quel est le contexte? Ça a l'air plutôt range, on est bien d'accord, vous voyez, on regarde bien dans l'historique, des hauts, des sous, des hauts, des bas, des hauts, des bas, des hauts, des bas. Donc on fait quoi? On applique la stratégie de range. On va regarder si là ça dit quelque chose ou pas. Ok. Alors, est-ce qu'on prend ce swing ou celui-là? C'est une grande question, effectivement. Bon, moi, j'aurais tendance à dire que celui-là me semble plus intéressant. Donc oui, là, l'USD CHF serait très intéressant à la vente, au sommet de cette zone rouge. D'accord? Donc, dans un contexte daily... Désolé. Un contexte daily de range, c'est-à-dire que derrière, il ne faudra pas chercher à trop réfléchir. Je vous rappelle que dans un range, on ne met pas de levier. On prend des positions avec des stops assez larges, c'est-à-dire que dans ce contexte, le stop doit être mis au-dessus de la résistance.
hein, et qui ne doit pas vous coûter 5% de capital, puisque dans un range, franchement, on ne risque pas. Moi, je pense qu'on peut passer ce scénario à 2 sur 5. On arrive dans la zone, on attend le signal. Donc, dans un contexte daily avec un stop maximum ici, avec un objectif maxi à TP1 ici, et un TP2 max là, qui est un TP final. C'est-à-dire que quoi qu'il arrive, ici, il y a une prise de profit au moins partielle à réaliser. Si on arrive là, il faut absolument que le trade soit dégagé. Et on ne vise pas plus que ça. En 2 heures, on cherche le signal dans la zone de vente. Est-ce qu'on a un signal pour l'instant? Non. Donc, pas possible de faire quoi que ce soit. Okay, il n'y a vraiment pas de consensus. Hein. Donc, quand il n'y a pas de consensus, c'est un signal de range. Donc, laissez le marché ranger cette zone de prix. Soit il va déborder la zone, et dans ce cas-là, on sort du cadre. Et ici, il n'y aura tout simplement pas eu assez de vendeurs pour supporter le retournement de ce marché. Donc là, on est toujours dans des patterns bullish, j'aurais tendance à dire, attendre au moins du TP ou de l'exit ou des cycles bears. Mais en tout cas, ici, il n'y a rien qui permet de vendre. Donc on est bien toujours dans un cadre 1 sur 5 en attendant un cycle vendeur, ou en tout cas une double flèche rouge, enfin un double signal vendeur, quel qu'il soit, pour trouver un petit peu de signaux. On peut mettre des alertes sur les supports. Si par exemple on vient ici chercher le support de la zone rouge, vous pouvez vous mettre une petite alerte. Mais en attendant, là pour moi, il n'y a vraiment rien à faire. Mais je pense qu'on va ajouter ce petit USD CHF à la liste des actifs à surveiller. Pardon. Mais il y était déjà. Donc voilà, l'USD CHF passe en liste de surveillance. On traitera cet actif au travers, comme tous les autres. Hein. Le dollar, pour moi, donne des signaux vendeurs, que ce soit USD CHF, CNH, MXN. USDK, dont on en a parlé, mais celui-là, je ne le jouerai pas à la vente. Je le jouerai plutôt à l'achat. Attention, hein, quand on dit dollar baissier, ne veut pas dire qu'il sera baissier face à tout le panier de devises. C'est juste qu'il faudra le trader par rapport au panier de devises les plus fortes. Mais je pense que le CAD est aussi faible que le dollar, mais qui risque de l'être un peu plus. Ce qui fait que l'USD CAD pourrait jouer des breakouts. Donc l'USD CAD servira de hedge sur les ventes USD CHF, USD CNH, USD MXN et autres du genre. Voilà, allez, c'est terminé. 1 heure tout pile pour une émission courte. On est encore très loin de la réalité, mais c'est comme ça. Allez, bye bye et à demain.